Je m'appelle Chase Skyler Deo et j'ai grandi à Orlando, en Floride. Mes grands-parents m'ont adopté le jour de ma naissance. Ma mère m'a eu très jeune. Elle avait 17 ans. Et mon père biologique, eh bien, il n'avait aucun intérêt à être présent. Heureusement, mes grands-parents avaient déjà adopté plusieurs autres enfants, donc j'ai 2 sœurs coréennes, un frère coréen et un frère noir. On ne pense pas, tu sais, que tes grands-parents t'ont adopté et que tes parents sont différents jusqu'à ce que tu commences à aller à l'école et que les gens commencent à faire remarquer que tu ne ressembles pas à tes frères. On sortait au restaurant et les gens demandaient « De quelle église êtes-vous » parce que ça n'avait pas de sens que tous ces enfants d'apparence différente fassent partie de la même famille. On sortait en groupe d'un autobus, comme tu sais un Tropic Traveler, si tu te souviens. Eh bien, oui, nous avons eu une enfance merveilleuse. En 7e année, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un RTC. Tu sais, comme un programme militaire pour les lycéens, et j'ai saisi cette chance. J'étais l'un des premiers volontaires. Mon grand-père a servi dans l'armée et mon arrière-grand-père a servi dans la marine. Alors, il y avait toujours quelque chose en moi qui disait « Tu sais, c'est ce que tu dois aussi faire ». Eh bien, ce n'était certainement pas un fardeau, c'était quelque chose qui m'excitait beaucoup. Eh bien, tu sais, ressentir cet appel de « Tu sais, aller défendre le pays que j'aimais vraiment ». Alors, dès que j'ai pu rejoindre, dès que j'ai eu 17 ans, je me suis engagé dans l'armée de l'air. Parce que mon père qui a servi dans l'armée a dit « Si tu rejoins une branche et que tu veux me laisser signer les papiers pour que tu te joignes, tu vas rejoindre l'armée de l'air. » Je pense qu'il a toujours été un peu jaloux de la chance que j'avais dans l'armée de la chance. L'air. Et tu sais, en tant que père, tu veux le meilleur pour tes enfants. Donc, eh bien, c'était l'armée de l'air dès le entraînement de base. Je me suis engagé comme instructeur serré. Serré signifie survie, évasion, résistance et évasion. Le travail d'un instructeur CR consiste essentiellement à apprendre le terrain pour les pilotes et ensuite à former les pilotes s'il y avait jamais un incident ou un accident. Eh bien, comment survivre sur Terre? Peu de temps après cet entraînement, je me suis blessé aux 2 genoux. C'était juste un accident d'entraînement, malheureusement. Eh bien, c'est comme se blesser à l'entraînement, c'est un peu embarrassant. Mais les 2 rotules se sont disloqués et se sont rompus. Et la chirurgie qu'ils allaient effectuer s'appelle libération latérale. C'est là où on remet les rotules à leur place. En y réfléchissant, maintenant je pourrais probablement l'avoir réhabilité sans chirurgie et continuer à faire mon travail initial. Mais le chirurgien de l'armée de l'air a dit que la chirurgie était la meilleure option à ce moment-là. Et, malheureusement, l'opération du genou n'a pas été un succès. Jusqu'à ce moment-là, j'avais un objectif clair pour ma vie et des attentes précises. Tu sais, 20 ans dans l'armée, et une fois que la blessure au genou est survenue, mes objectifs et ma vision pour ma vie ont commencé à s'effondrer. C'était catastrophique pour moi. Je ne savais pas quoi faire et j'ai commencé à ressentir beaucoup de peur et à être très nerveux. Mes amis s'inquiétaient pour moi parce que je pensais que ma vie s'écroulait. Commence alors ce processus de retraite où on te dit « Tu sais, ton corps n'est plus assez bon, tu sais, pour rester dans l'armée, et c'est un processus long. » Pendant ce temps, j'ai commencé à arriver en retardard. Tu sais, j'étais jeune et un peu professionnel à cet égard, où je savais que j'allais quitter l'armée, donc que vont-ils faire? M'envoyer promener, tu sais? Donc, j'arrivais en retard de temps en temps à mon bureau. Un matin, j'étais très en retard au travail, sur la base, et bien sûr, ma superviseure a une clé de ta chambre dans le dortoir. Elle est entrée pensant me trouver en train de dormir, et au lieu de cela, elle m'a trouvé inconscient sur le sol de ma chambre. Alors, ils m'ont envoyé tout de suite, bien sûr, à l'hôpital de la base de l'armée de l'air d'Anglie, où ils m'ont connecté à toutes les machines possibles et ont commencé à faire des analyses de sang. Ils ont commencé à faire des tests pour déterminer pourquoi j'étais inconscient sur le sol de ma chambre, et ils ne pouvaient trouver rien de mauvais. J'étais jeune et j'étais en pleine forme. Il n'y avait vraiment aucune raison pour que je sois inconscient, n'est-ce pas?
Donc, bien sûr, ils ont examiné tout ce qu'un médecin devrait examiner. J'étais drogué, j'avais bu, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, jamais, jamais, tu sais, je n'ai jamais touché une drogue. Je ne l'ai toujours pas fait, donc ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre pourquoi j'étais inconscient. Alors l'infirmière a dit « Nous allons faire quelques tests supplémentaires. Nous allons faire une radiographie du thorax. Et si nous ne trouvons rien, alors nous te renverrons chez toi. Il n'y a vraiment pas de raison que tu restes ici. » Quand elle a ajusté mon 4 et est sortie de la chambre à partir de ce moment-là, tout a changé. J'ai entendu l'alarme commencer à sonner et c'était comme quelque chose tout droit sorti d'un film ou d'une émission de télévision, où les alarmes sonnent et ma vision commence à partir à gauche, à droite, et les choses deviennent floues. Cela ne ressemblait tout simplement pas à la réalité. Les infirmières et médecins ont commencé à entrer en courant. J'étais au fond du couloir et, tu sais, dans ma chambre d'hôpital, ils fonçaient presque contre le mur. Ils entraient si vite pendant que les alarmes commençaient à retentir. Et moi, bien sûr, je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. Alors que les médecins et les infirmières commençaient à m'entourer et à travailler sur mon corps, quelqu'un s'est assis à ma gauche et a commencé à caresser mon bras, me disant que tout irait bien. Et pendant que cette alarme retentissait et que les gens criaient et qu'on pouvait entendre le stress dans leur voix, j'étais très conscient qu'ils savaient que quelque chose n'allait pas. Puis, la voix à ma gauche a dit « Tu vas sentir de l'air, ça va remonter le long de ton bras, ça va faire très mal, mais tout ira bien. » La douleur a commencé à remonter le long de mon bras et la douleur a commencé à remonter le long de mon bras. C'est la meilleure façon que je peux. La décrire, c'est comme une balle en argent, juste une énorme balle. On aurait dit quelque chose 51 fois trop grand. À ce moment-là, c'était si douloureux que je pouvais presque sentir chaque centimètre ou pouce de cela remonter. Je veux dire, c'était vraiment comme un train se dirigeant vers, tu sais, mon cœur. Et je me souviens que ma jambe droite s'est légèrement levée dans les airs alors que ces infirmières et médecins étaient au-dessus de moi, tu sais, juste comme une réaction naturelle ou un réflexe à cette douleur montante le long de mon brasard. Mais la voix calme à ma gauche était si assurée et caressait mon brasard. Et à ce moment-là, tu es un gars militaire? L'idée d'avoir un homme qui caresse mon bras, tu sais, probablement si tu m'avais demandé à ce moment-là, j'aurais dit, tu sais, je ne veux pas qu'un homme caresse mon bras. Tu sais déjà ce que tu fais. Mais c'était si calme et réconfortant d'avoir quelqu'un à ma gauche, juste en disant « ça va aller, ça va aller ». C'est une sensation tellement étrange de se sentir si paisible, tout en éprouvant autant de douleur. Et ce qui est vraiment déroutant. Et pendant que les infirmières et les médecins s'appelaient, je pouvais entendre si clairement la voix à ma gauche. Elle était si tranquille. Finalement, après avoir essayé de regarder constamment à ma gauche, je l'ai fait, et il n'y avait non seulement personne à ma gauche, mais j'ai vu l'écran complètement platement. À ce moment-là, quand j'ai vu mon tracé plat, la meilleure façon dont je peux l'expliquer, et j'ai des frissons chaque fois que j'en parle, c'est que je me sentais comme si tout commençait à se libérer dans mon corps. C'était comme de la glace, comme cette sensation vraiment fraîche et belle de mon corps qui se mettait à se libérer et qui semblait se déverser de ma poitrine. Presque comme un tir, un tunnel de lumière sortant de ma poitrine. C'était la meilleure sensation que je pense que je puisse jamais vivre. C'était quelque chose de beau, de joyeux. Juste cette sensation d'amour entourant mon corps. J'aurais pu ressentir cette sensation 1 million de fois de plus. Et il n'y a pas de moyen de l'expliquer, mais je me déplaçais vers le haut, vers cette zone où je ne pouvais pas voir où j'allais. Cependant, j'avais une confiance totale que l'endroit où j'allais était vraiment beau. Si c'est ça, la sensation, je ne peux maintenant qu'imaginer où je suis sur le point d'aller. Et il n'a pas fallu longtemps, je me suis retrouvé dans ce jardin, et c'était un jardin rempli de fleurs et de plantes que nous n'avons jamais vues auparavant. C'était des couleurs magnifiques, et tout était simplement vibrante. C'était presque comme regarder le soleil,
où tu devais plisser les yeux un peu parce que tout était si beau et coloré. Je n'avais aucune idée préconçue de ce qu'était vraiment le ciel. J'ai juste grandi en aimant Elvis et je pensais qu'Elvis m'attendrait là. Tout serait quelque chose de calme et paisible et tu serais dans les nuages. Le ciel que j'ai expérimenté était beaucoup plus vivant et bien plus réel. Il n'y avait pas de sensation de flotter. Ton corps se sentait si léger. Il y avait une gravité nulle, mais le jardin et les feuilles étaient si réels. Et ces plantes et fleurs qui étaient si éclatantes. On n'a tout simplement pas ces couleurs ici. Je pourrais dire qu'elles étaient violettes, rouges et bleues, mais ça ne leur rend pas justice. Tout était si brillant et presque chaleureux. Tu sais, il y avait une vibration qui émanait de tout. Tu te sentais si en phase et connecté. Quand nous passions près d'un arbre ou marchions sur un trottoir, tu pouvais maintenant dire « c'est une belle plante » ou « une belle fleur ». Mais dans le ciel, c'était comme si je ressentais les plantes et les fleurs, tu sais. Quand tu rêves, tu ne ressens pas nécessairement quelque chose. Tu l'imagines. Et si tu rêves, tu es dans ce petit monde. C'était si réel parce que je ressentais des choses. Je sentais les grains de terre entre mes orteils et je déteste être pieds nus. Donc, c'était un souvenir vivace pour moi. Je pouvais vraiment sentir la terre sous mes pieds. Et devant moi, je voyais un homme avec une tunique qui poursuivait un petit garçon d'environ 3 ou 4 ans, un petit garçon blond aux cheveux bouclés. L'enfant courait devant, se retournant en arrière. Il était espiègle. En regardant l'enfant courir, je ne faisais que contempler cette belle interaction, presque comme un père et son fils. Je voyais ce petit garçon si heureux profitant de sa vie si purement, jusqu'à ce que je m'approche. Alors, tu regardes en bas et tu dis « Oh mon Dieu, c'est moi !» J'avais oublié que j'avais les cheveux blonds et bouclés, que j'étais si heureux et que je riais tout le temps, souriant constamment quand j'étais enfant. En grandissant, peu importe ce qui se passait autour de moi, j'ai toujours été un enfant heureux et je crois que j'avais oublié ça. À ce moment-là, quand j'avais 19 ans, je prenais la vie si au sérieux. J'étais si préoccupé par ma carrière, l'armée et toutes ces choses. J'avais oublié d'être ce petit garçon heureux. Alors, cela a été un merveilleux rappel de ce que j'étais. En regardant l'homme se tourner vers moi, j'ai immédiatement su que c'était Jésus. Je devrais aussi dire que Jésus ne ressemblait pas à ce à quoi je pensais qu'il ressemblerait, mais j'étais si sûr que c'était lui. Il avait les cheveux courts et châtains, des yeux verts perçants et le plus grand sourire possible. Mais en grandissant, tu vois souvent un homme avec, tu sais, les cheveux longs et blonds. Cet homme était juste un homme en bonne santé et paisible, avec une tunique. Mais tout aussi sûr que tu sais qu'il s'agit de ta main gauche et de ta main droite, que tu te regardes dans le miroir et que tu sais que c'est toi, je savais que c'était Jésus. À ce moment-là, Jésus s'est tourné vers moi et, en gros, il m'a montré. Voilà ce que devrait être ta vie. Répandre la lumière, l'amour et le rire, presque comme un rappel que tu as été ici. Tu sais, c'est quelque chose que tu as oublié, mais tu as toujours su parler des joies de la vie, de trouver n'importe quelle raison pour te faire sourire au cours de la journée. C'est un rappel que tu prends la vie trop au sérieux. À ce moment-là, dans l'Air Force, j'ai vraiment pensé que ma vie était finie. Tout ce que j'avais entraîné, espéré et imaginé pour ma vie était terminé. Et cette conversation à elle seule suffisait à me faire dire « D'accord, je suis en train de me concentrer sur toutes les choses fausses. Je suis là, concentré sur une carrière. Je suis focalisé sur l'argent. Je suis préoccupé par le fait de pouvoir payer une voiture, alors qu'en réalité, à la fin de la journée, rien de tout cela n'a d'importance. C'est se sentir accompli et avoir le sentiment d'avoir rendu au monde, de faire sourire les gens. Et ça a été une grande leçon. C'est ce que la vie devrait être. Tu es censé toujours trouver de la joie, du rire et du bonheur. Et nous sommes restés là assez longtemps. Je ne pourrais pas dire si cela a duré 5 minutes ou 5 heures.
C'était une quantité de temps suffisante à acquérir tant de connaissances que j'avais l'impression de tout savoir déjà. Mais c'était une relation si amicale qu'on aurait dit que j'avais passé tant de temps avec eux dans le passé. Et avant que je ne m'en rende compte, il a plaisanté un peu et a souri en disant « Tu sais, il faut que tu reviennes. » Et je n'ai pas discuté, j'ai dit « Oui, je sais. » C'était un rappel que j'étais déjà ici plusieurs fois. Peut-être pas aussi dramatique qu'une expérience de mort imminente ou être sur une ligne plate, mais j'y étais tant de fois que c'était juste un. Tu sais, mieux que tu ne le pensais, tu ne peux pas rester ici trop longtemps. Tu sais, il faut que tu reviennes. Et j'ai dit « D'accord, je comprends. » C'était quelque chose de très ludique, amical, comme si tu disais adieu à un ami. Tu sais que tu l'as déjà vu et que tu vas le revoir, donc tu dis juste au revoir pour l'instant. Et c'était très paisible. Aucune partie de mon corps ne disait qu'elle voulait rester. C'était juste comme tu sais, passer du temps avec un ami et tu sais que tu dois retourner chez toi. Avant de retourner à la maison, à nouveau, tu sais. Et il semblait juste si évident que j'avais beaucoup plus à faire. Et avant que je ne m'en rende compte, j'étais de retour dans mon corps, dans une ville différente, dehors de la base. Alors la force aérienne à ce moment-là m'avait envoyé hors de la base à Hampton, Virginie, dans un hôpital différent, pour me déclarer mort. Et je me suis réveillé. J'ai commencé à ouvrir les yeux. Et bien sûr, à ce moment-là, tu sais, quand tu as le meilleur sommeil, tu penses que c'est un rêve. Tu fermes les yeux pour retourner au rêve et tu rouvriras les yeux. Tu te dis, je ne peux pas retourner en ce moment. Mes yeux étaient ouverts et mon corps se sentait complètement normal. Je n'avais pas de douleur à la poitrine. Évidemment, la confusion s'était installée. Je ne suis pas dans la même pièce où je suis mort. Les personnes qui passaient dans le couloir n'étaient pas en uniforme militaire, donc il était très clair que je n'étais plus à la base. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une infirmière jette un œil. « Tu sais, j'ai dit. « Salut !» Elle semblait nerveuse et a dit « Je vais chercher un médecin. » Et elle est partie en courant. Et un médecin est revenu. Il a dit « Je ne sais pas quoi te dire, mais nous allons te renvoyer à la force aérienne et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi et c'était tout. » J'ai eu la chance d'appeler un ami et je leur ai parlé au téléphone. J'ai dit « Je viens de mourir. Peux-tu venir me chercher à l'hôpital ?» Et ils ont dit « Bien sûr. Nous avons fait ce que toute personne qui meurt et revient fait. Nous sommes allés à Chick-fil-A parce que j'avais faim. » Je suppose que la mort m'a beaucoup donné faim. Nous sommes allés à Chick-fil-A et j'ai dit « J'aimerais vraiment sortir de la ville pendant quelques jours. » J'étais vraiment confus et je ne voulais pas retourner et m'asseoir dans la même chambre où j'étais. Nous sommes allés à Washington, D.C. pendant quelques jours. Nous avons vu tous les monuments et pris des photos. Pendant ce temps, mon bras gauche était complètement noir et bleu. Les ecchymoses étaient si graves à cause de cet air qui était monté à mon cœur. Je suis retourné à l'hôpital parce que les ecchymoses sur mon bras étaient encore très graves et je voulais une réponse. Je voulais comprendre. Pourquoi ai-je vécu, tu sais, la ligne plate? Alors, je suis retourné à l'hôpital et ils ont documenté ce qui s'était passé avec mon brasa. Ils ont écrit tout un paragraphe. 2. Le patient a subi un embolisme de l'air. C'est quand l'air monte à ton cœur. Donc, il semblerait que l'infirmière, par accident, ait laissé l'air passer dans la perfusion intraveineuse qui était, tu sais, dans l'une de mes veines principales et m'est accidentellement mise en état de mort apparent. Mais les infirmières et les médecins, tu sais, ne pouvaient pas vraiment comprendre non plus. Je ne sais pas combien de personnes qui étaient en état de mort apparente ont survécu, donc il n'y a jamais vraiment eu de conversation honnête avec le personnel médical du genre. Voici exactement ce qui t'est arrivé, et nous ne comprenons pas. Et depuis ce moment, bien que je ne me sois pas senti à l'aise de raconter cette histoire aux gens, parce que je me sentais très sûr en me disant « Si je vais raconter ça aux gens, ils vont penser que je suis fou. » Et c'était une inquiétude réelle, parce que je ne connaissais même pas le terme. Expérience de mort imminente, ou EMI. Ce monde ne faisait pas sens pour moi. Je pensais simplement que les gens pensaient que j'étais fou.
Alors je ne le dirai pas aux gens, à moins qu'ils ne soient très proches de moi. Et je ne savais tout simplement pas comment gérer cette nouvelle expérience par laquelle je venais de passer pour le 8 juillet 2008. Donc, juste quelques mois plus tard, j'étais complètement retiré de l'armée. Dans la semaine qui a suivi mon retour, ma vie a changé de manière si dramatique. Tout ce que je pensais, qui semblait amusant, en grandissant, ou tout ce qui m'intéressait, je me suis dit, je vais le faire maintenant. Je me suis inscrit à un club de breakdance dans une université locale à laquelle je n'allais même pas. J'ai fini par faire du stand-up pendant un certain temps. Je me suis mis à la photographie et j'ai pu photographier des mariages. J'ai appris à danser la danse de salon et je suis devenu instructeur de danse de salon et je cochais ces choses sur une liste disant « J'ai une nouvelle chance d'être ici et je vais sortir et profiter de la vie ». Et j'ai simplement dressé une énorme liste de choses. J'ai pu présenter, tu sais, des concours avec des célébrités et passer à la télévision. Et j'ai pu être commentateur pour une équipe locale de baseball et de hockey à Norfolk, en Virginie, pendant quelques années. Je voulais tant faire des choses qui me rendaient heureux et pouvoir répandre la lumière, le rire et l'amour qu'on m'a dit de continuer à partager. Mais ensuite, cette partie de moi, malheureusement, a dit « Il n'est pas temps de grandir. Tu dois grandir maintenant. Tu dois aller chercher un vrai travail. » Alors, j'ai pris un job dans une station de radio. Et c'était un travail très corporatif. J'ai fait ça pendant plusieurs années et c'était gratifiant. J'ai payé mes factures, tu sais, on avait une jolie maison. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir coupable, que je devenais égoïste et que je ne partageais plus de rire avec tout le monde. J'étais assis dans un bureau et je ne pouvais plus créer de souvenirs pour les gens. Je suis allé à une retraite et, avec une organisation de vétérans qui envoie des vétérans en groupe, et tu passes 5 jours à faire du yoga et de la méditation. Ils te parlent de, tu sais, vraiment te concentrer sur ta santé mentale et trouver la paix en toi-même. Je n'avais jamais vraiment médité. Je n'avais jamais fait de yoga avant. Un groupe de vétérans machos, tu sais, faisant du yoga. Bien sûr, je suis sûr que tout le monde a peut-être levé les yeux au ciel, mais à la fin des 5 jours, ça semblait être le moment le plus heureux de ma vie. Alors je suis rentré et ma femme immédiatement quelques minutes après m'avoir vu, et ce vendredi après-midi a dit « Tu es une personne différente, tu as l'air si détendu ». Et durant cette période, j'étais tellement concentré sur mon travail corporatif d'être le cadre sérieux. Et elle a dit « Tu as changé. Tu sais, tu sembles juste si heureux avec toi-même. » Et à ce moment-là, j'ai recommencé à me poser la question « Quel est mon but? Pourquoi suis-je ici ?» J'ai réellement commencé à me souvenir de mon expérience de mort imminente et en 1 ou 2 jours, j'ai commencé à sentir que mon corps changeait complètement. Je suis devenu très conscient de mon environnement et je pense que juste faire la méditation, le yoga et les exercices de respiration ont détendu tellement mon esprit que j'ai vraiment pu regarder le monde extérieur et obtenir une meilleure compréhension de comment je pouvais aider. J'ai commencé à réaliser que j'avais des dons qui n'étaient peut-être pas aussi courants que je le pensais. J'ai vraiment commencé à ressentir les émotions de tous autour de moi. Mon intuition est devenue plus forte et j'étais tellement conscient de si d'autres personnes autour de moi, des étrangers complets, étaient en train de souffrir à ce moment-là. J'ai ressenti ce besoin de « je dois réparer tout le monde autour de moi, je dois guérir tout le monde de sa souffrance » et essayer d'apporter toute énergie positive que je peux pour les aider à surmonter cette douleur. S'ils sont tristes et qu'ils sont près de moi, c'est désormais mon travail. C'est mon travail de vous aider à ne pas vivre cela. J'ai vraiment commencé à l'accepter et à comprendre que c'est la nouvelle réalité de certaines des choses que je peux offrir au monde. Ma grand-mère était à l'hôpital. J'ai appris cela et j'ai commencé à prier sincèrement, à faire ce que je sais faire. C'est une sensation en moi, comme dans ma poitrine ou mon cœur, où je peux tendre mes mains vers l'extérieur et prier pour un peu moins de douleur. Je sais que je ne peux pas guérir complètement tout le monde,
mais je priais juste pour un peu moins de douleur pour elle et un peu moins de souffrance. Avant que je ne m'en rende compte, j'ai commencé à sentir un picotement dans mes paumes. Je regarde vers le bas, je mets mes mains vers le bas, et je regarde à nouveau vers le bas, et la prochaine chose que je sais, j'ai des marques vraiment visibles sur mes 2 paumes. Mais j'ai su tout de suite. C'est bon, ça me fait un peu peur. Je l'ai montré à ma femme, et j'ai pris une photo parce que j'ai dit « Je dois documenter cela, et peut-être le montrer à quelqu'un en qui j'ai confiance. » Je l'ai montré à des gens, et immédiatement ils m'ont dit « Tu dois arrêter de prendre la douleur des autres. Ce n'est pas ta douleur à prendre. » Et j'ai dit « D'accord, ça va, dans mon cerveau humain, je veux dire, c'est une réaction allergique, c'est juste que ça arrive. Ah, mon corps, comme avoir une éruption cutanée sur ton avant-bras. Mais ça a commencé à apparaître juste au moment où j'essayais vraiment d'aider quelqu'un autour de moi. Donc, ce n'est pas du tout une expérience douloureuse. C'est une expérience paisible. Je peux sentir physiquement, à l'intérieur de mes mains, comme si une énergie traversait juste cette partie de ma main. J'étais dans un avion, et je pense qu'il était complètement silencieux dans l'avion. Je ne pouvais jamais dormir dans un avion, et j'ai juste ressenti cette présence qui m'a immédiatement frappé dans la poitrine. C'était comme « Qui est-ce ?» tu sais, et j'ai su que c'était Jésus. Encore une fois, nous avons juste eu cet échange de « Tu sais, tu es sur la bonne voie, mais prends soin de toi. Tu ne peux pas prendre la douleur de tout le monde, car certaines personnes doivent vivre cette douleur, et c'était profond pour moi, mais c'était aussi vraiment difficile. C'était un rappel que je ne peux pas essayer de guérir tout le monde que je crois souffrir, car alors, je vais aussi souffrir. Je dois encore permettre aux gens de vivre ce monde humain dans lequel nous sommes. Et il n'est pas de mon ressort d'intervenir continuellement dans les vies des gens. Cela deviendrait très clair quand j'aurai l'occasion de guérir les gens. Eh bien, c'est assez récent. Cela s'est produit au cours des derniers mois. Maintenant, j'essaie de comprendre comment utiliser mes dons sans interférer dans les vies des gens. Il est difficile de vivre ce que j'ai vécu et de ne pas revenir comme une personne différente. Le rire et le sourire, c'est quelque chose de si simple, c'est gratuit. C'est comme respirer, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous respirer gratuitement? Nous pouvons prier gratuitement, méditer gratuitement et rire gratuitement. Nous pouvons trouver de la joie partout, et nous vivons dans un monde en ce moment où il semble que nous sommes tellement séparés. Je passe presque tous les jours devant l'arrêt de bus, où j'allais quand j'étais enfant, et j'ai de grands souvenirs d'enfance, riant et jouant juste avant l'école. De nos jours, les enfants sont tous à 3 mètres les uns des autres, sur leur téléphone, et c'est difficile à voir. Pour moi, sourire, rire et être proche des gens, c'est ce que je crois être le meilleur remède pour nous. Ma compréhension est que nous sommes tous ici pour accomplir un but très spécifique. Et le but de la vie de chacun n'a pas à être ce grand but sacré. Vous savez, nous sommes destinés à avoir des objectifs différents et des personnalités différentes. Tout comme une empreinte digitale. Nous sommes destinés à être uniques. Mais pour moi, il s'agit de continuer à apprendre et à évoluer. Quand vous êtes petit, et quand j'étais ce petit garçon que j'ai vu dans le ciel à cet âge, vous absorbez tout. Vous apprenez continuellement et faites l'expérience de tout à travers une vision d'ensemble. C'est génial, non? Vous n'avez pas ces restrictions et ces tensions d'adulte sur vous. Alors j'essaie de faire cela maintenant. Continuez à essayer d'apprendre, continuez l'école, obtenir des diplômes en médecine alternative, obtenir un diplôme en ministère. Et après cela, j'irai à l'école à nouveau. Je pense que tant que nous continuons à apprendre continuellement, nous allons laisser le monde dans un meilleur état. Tant que nous apprenons de l'histoire et tirons des leçons de nos erreurs passées. Ma grand-mère a toujours dit que l'éducation guérira le monde, et je crois que tant que nous continuerons à apprendre continuellement, nous préparons la prochaine génération à faire de leur mieux. Vous savez que l'éducation peut prendre diverses formes, que vous soyez réellement à l'école, que vous lisiez un livre chaque jour ou que vous suiviez les nouvelles chaque jour.
important que cela vous éduque et ne vous déprime pas davantage, je pense que c'est cela le sens de la vie, apprendre, évoluer et faire tout mieux que ce que nous avons trouvé.